Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Une grande joueuse d'échecs va vous succéder dans quelques secondes dans cette émission. Et avec Salim Njainik, je salue. Salut Salim. Salut Alexandre. Sois le bienvenu. Comme toutes les semaines, nous allons accueillir une grande championne. C'est Marie Sebag qui est avec nous depuis chez elle. Bonjour Marie. Bonjour. On est ravis de t'accueillir Marie. Tu es une femme d'exception puisque tu es une grande joueuse d'échecs et tu détiens le titre de grand maître international qui est un titre mixte et tu es la première Française à obtenir ce titre. J'aimerais que tu nous expliques en quoi ça consiste et ce que ça représente. Puis après, on va essayer de comprendre tout ton parcours et puis voilà comment on devient une grande championne d'échecs. En fait, le titre de grand maître mixte, c'est un peu comme au judo quand on a la ceinture noire. En fait, c'est vraiment le plus haut grade qu'on peut obtenir et qu'on garde pour tout le temps. Du coup, c'est difficile, il faut beaucoup travailler. Et en fait, au niveau des échecs, en termes techniques, il faut faire 3 normes, c'est-à-dire 3 normes de grand maître, 3 performances équivalentes à celles d'un grand maître. Et donc, il faut battre des grands maîtres. Et aussi, il faut avoir un élo supérieur à 2500. Combien de femmes dans le monde ont eu ce titre déjà ? Je ne saurais pas dire exactement. Je pense qu'actuellement, on doit être une trentaine à l'avoir. Donc, tu es une exception. Avec Salim, on va retracer ton parcours et on va essayer de comprendre comment on devient un grand maître, comme c'est ton cas. Tu as commencé les échecs à 6 ans, c'est ça, grâce à ta maman qui était institutrice ? Voilà, j'ai appris les échecs à 6 ans avec ma maman qui faisait un club dans le quartier qui s'appelait le Pommeau pour Saint-Blaise. Et du coup, j'ai commencé dans cette association. Et donc, c'était dans le 20e arrondissement. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, j'ai continué dans son association. Et voilà. Marie, qu'est-ce qui t'a plu quand tu avais 6 ans ? C'était quoi le côté stratégique ? En fait, il y a le côté aussi social parce qu'on rencontre d'autres enfants du même âge et puis on peut jouer avec. Et aussi le fait de travailler pour atteindre un objectif. Et à 6 ans peut-être pas, mais quand même ça permet de réfléchir et de se poser sur quelque chose, de gagner, de perdre. Que tu passes de ce passe-temps, de ce jeu finalement, à la compétition. Parce que en tant que cavalier, c'est vrai que j'ai commencé aussi en club, tu parlais d'association, pour découvrir pas mal de choses. À un moment donné, j'ai été piqué par ce virus de la compétition. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit à un moment donné, bon allez, ça suffit, on s'amuse bien, d'accord, mais maintenant on va aller chercher des titres et quelque chose, on va prouver, on va bouger un peu les barrières. En fait, ça s'est fait tout naturellement parce que la première année où j'ai commencé, j'ai fait des compétitions. Mais j'ai pas trop excellé dans les premières compétitions que j'ai faites. Et puis après, la deuxième année, là, j'en ai fait un peu plus sérieusement. Et bon, c'était une association, mais c'était aussi un club en même temps. C'est-à-dire que ça faisait aussi club. C'est-à-dire que si on voulait faire des compétitions, on pouvait se licencier et faire des compétitions. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et de gagner, perdre, progresser, apprendre de ses erreurs. Voilà, c'est quelque chose qui m'a... Tu avais cet esprit de compétition en toi. Quelles sont les qualités nécessaires ? La mémoire, calculer vite. C'est quoi les qualités indispensables à un grand ou une grande joueuse d'échecs ? Alors, voilà, donc la mémoire et la planification, c'est quand même les 2 qualités essentielles, mais c'est aussi 2 qualités grâce aux échecs qu'on peut acquérir. Voilà. Donc c'est pas forcément inné, c'est quelque chose, on peut apprendre à être un bon joueur d'échecs parce que si tu me dis oui, tu vas me rassurer parce que moi je suis complètement naze, je me confie à Alexandre, je suis une buse aux échecs, pour moi c'est de la magie ce que tu fais, donc c'est quelque chose qu'on peut si ce n'est apprendre, en tout cas travailler. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On peut l'apprendre, on peut le travailler. Et effectivement, ça nous apprend certaines capacités cognitives comme la mémoire et la planification. Ça nous aide à développer ces capacités-là.
C'est les tournois internationaux en 1998 et tu deviens championne d'Europe des moins de 12 ans, puis des moins de 14 ans et des moins de 16 ans. Qu'est-ce que ça représente à cette époque-là? Et est-ce que déjà, la petite fille de 12 ans qui devient championne d'Europe, elle se dit « j'en ferai tout le temps, c'est ça mon truc, c'est là que je prends mon pied et quel kiff de ces compétitions ». En fait, j'avais commencé les championnats internationaux avant. Hein. J'ai commencé en 95, mais j'ai pas gagné. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous l'aviez pas. Déjà, je fais pas là actuellement, je fais pas que des échecs puisque je termine mon M2 de psychologie. Mais en fait, je me suis jamais dit que je voulais faire que des échecs. Voilà. Mais gagner, pour moi, c'est important pour beaucoup de choses parce que, comme je dis. C'est bien aussi parce que c'est un tournoi pour lequel j'avais travaillé, j'avais préparé. C'était mon objectif. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, quelque part, on est fiers. Ça nous apporte beaucoup de fierté. À 12 ans, déjà, tu te disais quoi pour la suite de ta carrière de joueuse d'échecs? Je ne me disais rien de spécial en fait. Je veux continuer à progresser, à gagner des tournois, à me fixer des objectifs, à les atteindre ou pas. Et voilà. Tu avais des modèles parmi ceux que tu admirais, j'imagine, les compétitions que tu pouvais observer. Comment est-ce que tu t'identifiais à ces gens-là? Est-ce que pour toi, tu te voyais éventuellement plus tard en eux, ou est-ce que tu faisais ton bonhomme de chemin en te disant pas forcément que c'est quelque chose que tu atteindrais plus tard? Moi, j'admire personne en fait, mais du coup, ouais, c'est plus, je me disais que je vais faire mon bonhomme de chemin et je verrai bien en fait. Hein, voilà, je verrai bien ce qui va se passer. Voilà. Et comment on s'entraîne? Alors tu vas me dire oui, en jouant, mais est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on doit travailler pour s'entraîner? Alors, oui, quand même, c'est important. Il y a plusieurs manières de s'entraîner. Et plus on est fort, plus il faut s'entraîner avec l'intelligence artificielle et les logiciels d'échecs. Et du coup, quand on commence à jouer aux échecs, c'est bien de faire beaucoup de tactiques. Donc beaucoup de combinaisons pour avoir une bonne vision du jeu. Et après, plus on est fort et plus il faut travailler les détails, les ouvertures, apprendre des ouvertures, des choses un peu moins marrantes en fait. Moi, ce que j'adore dans le jeu, c'est surtout les combinaisons, les exercices, les études aussi, tout ce qui peut me faire calculer et voilà, ça j'aime bien. Et puis les combinaisons aussi quand elles sont belles. Mais ça veut dire, Marie, qu'il y a des choses qu'on a déjà travaillées. Finalement, on n'est pas tant dans la réaction, on est beaucoup dans tiens, je connais cette combinaison, je l'ai préparée. Et... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on est plus dans la réaction ou parce qu'il y a un adversaire? On est dans les deux en fait. Hein. Donc effectivement, il y a des choses qu'on a apprises, qui sont stockées dans notre mémoire à long terme. Et puis il y a aussi tout ça, ça nous aide à notre prise de décision quand on va jouer en fait. Donc du coup, il y a les deux en fait. Quand on est devant un joueur, enfin voilà, devant un échiquier, et qu'on nous renvoie des coups, et faut prendre des décisions, des fois avec du temps, des fois plus rapidement. Et du coup, il faut réfléchir, prendre son temps. Donc on est obligé, pour résoudre les problèmes qui viennent sur l'échiquier, et on est obligé de mettre beaucoup de mécanismes cognitifs en place. Salim. Moi, j'ai une question qui me vient, mais c'est peut-être un des mystères qui fait que j'ai jamais réussi à progresser aux échecs. Comment est-ce que tu étudies? Parce que tu ne fais pas que t'évaluer toi, progresser toi, tu évalues forcément ton adversaire aussi. Comment est-ce qu'on jauge un adversaire aux échecs? Alors évidemment, on va regarder les points forts, les points faibles. Toutes les parties des joueurs, elles sont enregistrées sur un logiciel qui s'appelle Chessbase. Et du coup, ça nous permet de voir ses parties récentes. Donc, ses ouvertures, les ouvertures qu'il a l'habitude de jouer au début. Et aussi tout ce qui est son style de jeu, en fait. S'il est plutôt attaquant, défensif. Voilà, et essayer d'aller sur ses points faibles, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas être et attaquant et défensif? Et finalement, est-ce que le côté prévisible peut ne pas être dépassé de temps en temps?
Plus on progresse, plus on est censé savoir jouer tous les styles de jeu. Mais il reste quand même un style de jeu qui est un peu dominant. Et ensuite, oui, effectivement, des fois, il y a des adversaires que j'ai préparés la veille, où j'ai préparé des ouvertures très longtemps, et puis finalement, ils m'ont joué complètement autre chose le lendemain, en fait. Marie, est-ce qu'il y a un travail physique? Vaut mieux être en forme physiquement, hein, parce que si vous arrivez sur un tournoi et que dès que vous perdez, vous êtes pas bien, déprimé, pas envie de jouer le lendemain, tout ça. C'est pas trop la peine parce que dans un tournoi vous allez forcément perdre, donc donc du coup vaut mieux être en forme physiquement, avoir envie de jouer, voilà. Après on peut faire du sport si on veut s'aider. Moi il y a des périodes où j'ai fait du sport, il y a d'autres périodes où j'avais moins envie où j'en ai fait moins, mais voilà, ça dépend. Après il y a des fois on est bien en forme physiquement et puis on sait pas trop pourquoi, mais Comment est-ce qu'on gère la pression sur des tournois, des compétitions qui s'étalent un petit peu dans le temps? Parce que c'est psychologique, c'est un peu lourd, c'est quelque chose qui va peser pas mal sur les nerfs. Comment est-ce qu'on évacue, comment est-ce qu'on gère tout ça? À force de faire des tournois, en fait, on n'y pense même plus après. Mais effectivement, quand un tournoi se passe mal, ça peut être très désagréable quand on commence à perdre au début. Du coup, il faut un peu se détacher. Après, quand un tournoi se passe bien, c'est différent. Quand on commence à gagner les premières parties, à être en forme, là, on a plus envie de jouer, on est plus détendu. Et quand un tournoi, on commence à perdre tout ça, là, on commence à douter. Est-ce que je joue les bonnes ouvertures comment je vais faire pour gagner? On commence à se poser beaucoup de questions. Oh là là, j'ai hâte que ce tournoi se finisse, tout ça. Moi, il y a une chose qui me trouble dans tout ce que tu dis, Marie, c'est tu vas affronter un adversaire, tu le ou la connais parce que tu as regardé sur cette plateforme qui est à disposition. Donc tu sais si c'est un attaquant, plutôt défenseur, jusqu'où l'improvisation intervient ou pas. Est-ce que parfois il y a des parties, tu sais ce que tu vas faire, puis il se passe exactement quasi au coup près ce que tu avais anticipé, puis c'est terminé? Oui, c'est déjà arrivé, ouais, que j'ai déjà tout préparé ma partie la veille et que ça arrive jusqu'à la fin. Ouais, ça c'est bien parce que du coup, ça évite de se creuser la tête sur l'échiquier et on s'est creusé la veille et la tête. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi sur la position, sur ce qu'il pouvait faire et tout. Donc, ça m'est déjà arrivé de gagner des parties plus ou moins. Sur quelque chose que j'avais préparé en fait. Et puis il y a des parties où c'est plus compliqué et on se retrouve mal dès le début ou alors dans quelque chose qu'on connaît moins. Et là, évidemment, là, faut réfléchir et Est-ce que parfois on sort rincé mais épuisé intellectuellement d'une partie et les parties les plus longues que tu as faites, elles duraient combien de temps? comme je disais, ouais, c'est ça, ça excède pas 5 heures ou 6 heures pour les parties les plus longues. Et puis en fait, c'est surtout quand on perd en fait qu'on n'est pas très bien parce que quand on gagne la victoire, du coup, ça nous fait tout oublier. Du coup, quand on perd, là, soit on se sent épuisé ou alors on sent justement que c'est dommage qu'on n'a rien fait dans la partie et voilà. Je voudrais juste revenir sur tes deux titres, tes deux récompenses, consécrations internationales. Et je fais référence aussi à une série, tu sais, qui, au niveau des échecs, etc., le grand public commence vraiment à en entendre parler, qui prenait place dans les années, je ne sais plus, 70, il me semble, 60-70. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, quand tu es une femme joueuse d'échecs, une place à se faire vraiment particulière en rapport à ta condition de femme? Ou est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, plus du tout, que tu peux te permettre, comme tu le dis, de jouer juste pour toi et que tu n'as plus à te prendre la tête avec le reste? C'est clair qu'il y a moins de femmes dans les échecs que d'hommes. C'est un milieu macho ou pas? Non, moi je dirais non. Après, il y a d'autres femmes peut-être qui diraient le contraire. Moi je dirais non, mais voilà. Ta plus grande fierté, c'est quoi? C'est ces deux titres honorifiques de grand maître international ou c'est ce titre de vice-championne d'Europe finalement? Les deux en fait. Hein.
Ouais, les deux, c'est les deux à deux périodes de ma vie complètement différentes, puisque je crois que c'était 2008, là où je suis devenue grand maître, et vice-championne d'Europe, c'était en 2018, donc bon, voilà. Du coup, ouais, c'est quand même voilà. Puis surtout qu'une période où j'étais vraiment à fond dans les échecs et une autre période où je l'étais beaucoup moins, donc. En période d'entraînement intensif et dans ces moments où tu étais à fond sur les échecs, tu t'entraînais combien d'heures par jour? Comment ça se passait? Bon, en fait, ça dépend. Je pense environ à peu près 4 heures par jour, en fait. Environ. Après, il y a des jours où c'était plus, il y a des jours où c'était moins. Voilà. Pour terminer, c'est quoi tes prochaines échéances, Marie? Là, je vais jouer le championnat de France par équipe, là, avec mon club de Bichevillers. Et après, je vais jouer le championnat du monde à Sochi en juillet. Avec l'objectif de? Pour mon club, de faire gagner mon équipe et de bien jouer pour moi. Et ensuite, le championnat du monde, on verra parce que c'est quelque chose d'élimination directe. J'ai pas fait beaucoup d'échecs cette année, même pas du tout. Donc bon, on verra ce que ça donne. Là, je me fixe pas d'objectif, étant donné que mon objectif n'est. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas vraiment, j'ai pas axé sur les échecs cette année. Qu'est-ce que tu attends encore aujourd'hui des échecs? Tu nous parlais de ta vie, de ta future éventuelle reconversion. Qu'est-ce que tu peux encore atteindre que tu n'as pas encore atteint? Bah, en fait, les échecs, c'est aussi un outil pour la mémoire, pour la concentration, la planification. Les échecs, c'est un outil pour beaucoup de choses, en fait, pour ma vie personnelle. Donc, voilà, dans tous les cas, c'est important de continuer à jouer aux échecs, en fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour ces prochaines échéances. Merci encore. Merci Salim. Merci Alexandre. Merci Et puis moi, Marie. je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Victoire éternelle. Salut.